Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde organisée à l'occasion de cette très belle journée d'Emerging Valley par Expertise France, l'agence française de coopération technique internationale. Donc, je suis Séverine Peters d'Esterac, donc je serai votre modératrice aujourd'hui. Je travaille à Expertise France et donc je suis en charge du pôle économie, secteur privé et commerce. Et l'idée aujourd'hui est de réfléchir ensemble au rôle que peut avoir l'entrepreneuriat comme outil de stabilisation des États, mais aussi comme possibilité de participer au développement à long terme des pays dans lesquels nous travaillons. En effet, dans beaucoup de pays, les conflits, l'instabilité, la crise sanitaire provoquent de nombreuses difficultés qui fragilisent et l'économie et les sociétés dans leur ensemble. Donc l'entrepreneuriat offre des perspectives pérennes pour créer de l'emploi, de l'innovation, mais c'est également, on le verra dans certains de nos pays d'intervention, un moyen de diversifier l'économie, de produire localement. Mais pour cela, il y a un besoin d'une implication de tous les acteurs, que ce soit les acteurs privés, publics, afin de créer un écosystème favorable. Donc nous reviendrons sur les enjeux et les perspectives de l'entrepreneuriat, en particulier en Libye, au Burkina Faso et en Irak, grâce au regard de nos intervenants. Et nous verrons ainsi le rôle de la coopération internationale, de l'échange des savoir-faire et des pouvoirs publics. Alors, pour alimenter nos débats aujourd'hui, nous avons un très beau panel. Et donc, tout d'abord, je vais vous présenter Hélène Brewer, qui est directrice de l'accélérateur de Takwin dans la région du Kurdistan irakien. Hélène, est-ce que vous nous entendez? Yes, hi. Voilà. Donc, comment ça se passe chez vous aujourd'hui? Tout va bien? All good. Parfait. Donc après, on va aller un petit peu plus au sud. On va rejoindre Armand Tienia, qui est conseiller jeunesse et d'éducation permanente et coordinateur de l'incubateur d'entreprises agro-pasturales au conseil régional de la boucle du Moun, au Burkina Faso. Bonjour Armand. Oui, bonjour. Alors, je vois, vous avez beau temps aujourd'hui au Burkina. Vous avez commencé les chaleurs? Oui, oui, il fait un peu chaud hein, au Burkina. Un peu Ah chaud. ben, on vous l'envie un peu ici, hein. Et donc, pour finir, voilà, Antonis Tsамoulis, avec qui nous travaillons beaucoup, qui est attaché de coopération du développement économique et secteur privé à la délégation de l'Union européenne en Libye. Bonjour Antonis. Ah, je vous entends pas, Antonis. Bien sûr, parce que c'était muté. Alors, bonjour. Ah ben, Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. merci à vous trois. C'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter ce matin avec vous. Euh, Donc, pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On va commencer rapidement. Donc, je vais m'adresser tout de suite à Antonis. Euh, dans les zones dans lesquelles on travaille, ces zones de crise, de post-crise, on nous dit souvent que c'est difficile, voire impossible, de créer et développer des projets. Alors, j'aimerais bien voir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité d'entreprendre? Et est-ce que c'est pour vous une opportunité pour la jeunesse? Merci beaucoup, Séverine. Je pense, oui, qu'il y a souvent une affirmation que c'est très difficile d'entreprendre au pays des crises, aux pays qui sont en guerre. Mais comme la plupart des affirmations, celle-ci n'est pas non plus exacte, je pense. Que les économies des pays fragiles ou même des pays en guerre, à mon avis, se caractérisent par un dynamisme extraordinaire qui crée de nombreuses opportunités. La Libye, c'est un exemple, à mon avis, qui montre que les économies de guerre ou de crise
sont des économies informelles mais très dynamiques. Parce que de toute façon, même en temps de guerre ou de crise, il faut bien vivre, produire, manger. En Libye, je vous donne un exemple. Pendant la crise depuis 2011, 52% des entreprises enquêtées n'ont pas perdu leurs revenus, mais par contre, ils ont augmenté pendant la crise leurs revenus. Alors, ça montre qu'il y a une résilience extraordinaire au pays de crise. Oui, en effet, on peut dire que généralement, il y a une contraction économique pendant la crise, mais de nombreux services traditionnels que l'État fournirait ne peuvent plus être fournis par l'État. Il y a donc une marge, je pense, pour les acteurs privés pour créer des opportunités. En plus, dans les contextes de fragilité de guerre, à mon avis, il existe un processus plus large de réorganisation économique avec des changements majeurs au niveau des secteurs, mais aussi entre les acteurs économiques. Et cela lui-même crée des opportunités. Alors, il y a des dynamismes, il y a des opportunités pour entreprendre. Je pense que au cœur de cette réalité, les jeunes font preuve d'une créativité, d'une volonté sans précédent de devenir entrepreneurs. Nous étions témoins de cette réalité en Libye, une jeunesse très dynamique, entreprenante, qui veut trouver des solutions à des problèmes persistants par utilisant l'innovation. Avec vous, Expedition France, l'Union européenne, on a promis une nouvelle vision des entreprises, je pense, surtout auprès des jeunes, qui peuvent contribuer à trouver des solutions aux problèmes quotidiens persistants. Je vous donne très vite un exemple. Il y a un grave problème de liquidité bancaire en Libye. Alors, il y a des développements aujourd'hui des solutions de paiement via le téléphone. C'est un exemple qui montre et prouve que la jeunesse veut trouver des solutions pour faire sortir le pays de la crise. Il est donc très important de s'appuyer sur les initiatives comme celle-ci et les autres. De toute façon, la vraie question est de savoir comment faire de l'économie un pôle de stabilité, comme tu as déjà vu, d'une procédure de transition pour ce pays. Mais je suppose que nous reviendrons plus tard à cette question. Oui, Merci à oui, vous. on va y revenir. Merci Anthony. C'est c'est vrai que le dynamisme de ces jeunesses, c'est quelque chose qui est assez flagrant, leur capacité d'innovation. Mais c'est vrai que dans certains cas, dans ces pays-là, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir travailler dans des zones qui sont difficiles d'accès, de pouvoir les accompagner. Et là, j'aimerais bien avoir un petit peu le retour d'Armand là-dessus. Armand qui travaille donc dans la région du Moon, au Burkina, dans une région assez loin de la capitale. Quels sont les outils, Armand, que vous pouvez utiliser pour appuyer, pour travailler dans cette région et pour appuyer les acteurs que vous aidez, et dans quelle mesure cette approche locale que vous avez est-elle indispensable? Ok, très bien, merci Séverine. Il faut dire que effectivement la région de la boucle du Moun est une région frontalière au Mali. Ceux qui connaissent un peu la zone ouest africaine savent que bon, cette zone est un peu. Alors effectivement, c'est une zone difficile d'accès. Mais cela ne doit pas en tout cas empêcher les acteurs locaux que nous sommes donc à accompagner ces jeunes et de façon générale toute la population. Il faut dire ce qu'on peut mener comme action donc en faveur de ces populations-là. Ce sont des actions de formation. Hein, ce sont des actions de formation. Et quand je parle de formation, il y a la formation professionnelle. Et cette formation professionnelle, nous savons que c'est la voie royale donc, qui conduit vers l'emploi. Puisque sans formation, on ne peut pas, en tout cas, exercer donc, un métier, on ne peut pas avoir un emploi assez durable. Donc, nous menons des actions de formation, nous menons aussi des actions d'accompagnement à la création d'entreprises.
Vous savez, cette question donc de création d'entreprises permettra donc à la population, notamment les jeunes et les femmes, donc de pouvoir mettre en valeur toutes ces potentialités donc ces zones. Je prends le cas de la région de la Boucle du Moun au Burkina Faso. C'est une zone qui est reconnue comme étant le grenier du Burkina. Pourquoi? Parce que tout simplement, bon, c'est une zone donc à vocation agro-pastorale et nombreux sont les jeunes, les femmes donc, qui exercent donc, les métiers des petites allant dans le sens de l'agro-pastoral. Donc, nous pouvons mener ces actions d'accompagnement-là et à formation professionnelle et à la création d'entreprises. Très bien, effectivement, l'accompagnement, on va le voir également, je pense avec Hélène, l'accompagnement et la formation, c'est vraiment le maître mot de ce travail-là. Et justement, Hélène, on l'a vu un peu avec Anthony, la jeunesse a vraiment une place importante dans les dispositifs qu'on met en place. C'est également vrai au Burkina. Mais alors, vous du point de vue du Kurdistan irakien, donc un pays aussi, donc avec des difficultés, un passé qui a été difficile, qui a probablement impacté cette jeunesse. Quel est le regard de cette jeunesse? Quelle est sa place et comment elle peut apporter des solutions et j'aimerais bien aussi avoir des exemples un petit peu précis du type d'actions que peuvent proposer ces jeunes. Thank you very much for having me here today. Very similar to what Antonis mentioned, the citizens are incredibly resilient when they're growing up in regions like these. And we joke about one of the things that we don't have to teach in our entrepreneurship training is resilience, because they come with that. The largest population in Iraq right now is the 20-somethings, and the majority of them have phones and internet access. So they're seeing what the rest of the world is doing and developing. Most of them are self-taught in coding, engineering, and problem solving. So they're looking around, similar to what we heard earlier, about what the problems are and how to develop solutions for those. What we can do is provide them a space to come together, meet each other, work together, collaborate, and develop businesses from there. So we have many youth that are spread out throughout the entire country who are in their own silos learning by themselves what they can't access through university or through their normal schooling. So by having training programs where we teach remotely, they're able to participate and come together and find like-minded youth, and they feel more successful. They can bounce ideas off of each other. They can support each other. They don't feel as alone in that effort. They don't feel like they're the only one in the country that's trying to achieve. And then we give them trainers from outside of the country and introduce them to people from multiple countries as mentors. So imagine being in a city like Mosul or Kirkuk by yourself, learning to code, trying to develop a tech product, and then you get to come to a platform where there's trainers and mentors from the US, from EAU, from UK, who are willing to spend their time with them and help them. So it really increases their confidence, increases their global network, which overall increases all of their success. Donc l'échange, vraiment l'échange entre eux et puis avec des entrepreneurs extérieurs également très important. Et une question qui me vient également, c'est dans quelle mesure le travail et l'avancée de ce que font ces jeunes-là va pouvoir avoir un effet sur le développement de cet esprit d'entrepreneuriat qui n'était pas forcément aussi développé il y a quelques années.
Est-ce que vous sentez cet effet d'entraînement et comment convaincre les jeunes et les femmes de se lancer dans ces aventures-là? We see the momentum here in Iraq. Like I mentioned, the largest population are the 20-somethings, and so they're the ones that are pushing the entrepreneurship mentality and building the ecosystem in the country. Iraq typically was construction, concrete, oil, gas, and so now you have this whole generation coming in and saying, we can create a private sector and increase the economy here through tech businesses. So they're making a difference, and that is educating the older gateholders and ministers who aren't familiar with tech startups, who are very, very attached to physical businesses, concrete businesses, oil businesses, and getting them to understand that you can actually generate revenue from a website, from your home, without having to have a physical business space. So they definitely are pushing that momentum, and through all of the NGOs that are coming in, the governments that are coming into the country and providing programs like what Expertise France is doing, we see that swell happening, that groundswell happening here. There's many training programs, incubator programs. 6 months ago, we were the only accelerator. Now there's 2 or 3 others. So there's definitely a groundswell happening, and there will be, the youth will be the ones that are making the difference. I'm sure, excusez-moi, je parle, moitié, en entendant parler anglais, ça me donne envie de parler anglais. Mais Hélène, vraiment, je pense que vous allez aimer le témoignage qu'on va entendre juste maintenant, le témoignage de Hanan. Et je pense que ça va résonner. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont résonner pour vous. Donc je vous laisse regarder ça. السلام عليكم، اسمي حنان العابد، مؤسس تطبيق سباتولا لتعليم الكيك والحلويات. من 2015 بدأت مسيرتي عبر حسابي في الفيسبوك، علمت أكثر من إلى الآن من 100,000 سيدة مجانا. كيف سنؤثر في النساء ودعمهن حتى يتجرأن ويتشجعن على فتح مشاريعهن؟ استغليت حقيقة حبي وشغفي ودراستي للتسويق، فدعمتهم عبر منصة الفيسبوك، علمتهم طريقة الصحيحة للتسويق لمشاريعهن أونلاين. كيف سنستطيع نحن رواد الأعمال دعم وترسيخ فكر الريادي للعالم العربي؟ بسيطة جدا، عبر المحتوى. أنا أثرت في عشرات الآلاف من النساء عبر المحتوى. أنت وأنا وهذه وتلك نستطيع مشاركة تجاربنا التي نعيشها في بلداننا لمن يخاف، فهناك نساء تخاف. أنا شجاعة، هي تخاف، أنا أنير لها الطريق عبر طرح المشاكل والحلول المتاحة. هكذا تتطور ريادة الأعمال في بلداننا. طبعا لا أنسى دخولي في ستريم، كانت نقطة تحول في حياتي الريادية. أتيحت لي فرصة والحصول على مستثمر، مما سرع وصولي إلى قرب إطلاقي بتطبيقي الخاص إن شاء الله. رؤيتي هو جعل سهولة فتح مشروع والربح منه والاستدامة في هذا المشروع لكل سيدة عربية كسهولة فتح حساب بالفيسبوك. وشكرا. Alors je pense que ça vous aura, comme moi, évoqué beaucoup de choses. Faire en sorte que créer une entreprise, la rendre durable et pérenne, soit aussi simple que créer une page Facebook. Donc, en tout cas, c'est vrai que c'est un vœu et qu'on essaye, sur lequel on essaye de travailler dans nos projets. Et justement, alors, je vais me retourner vers Antonis. C'est vrai que c'est vrai qu'entreprendre, c'est une opportunité, on le voit pour les populations, mais
comment on peut vraiment entreprendre dans des zones où finalement l'action des pouvoirs publics est encore très très faible, et quels sont les acteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour créer cet écosystème favorable dont on parlait au début, qui permettrait ce développement de l'entrepreneuriat? Merci Séverine. Je vais vous dire notre stratégie, comment ça marche en Libye. Je pense que surtout c'est une stratégie applicable aux autres contextes aussi. Je pense que aux pays qui sont en crise, en général, on manque les services de conseil, les services de soutien des entrepreneurs, on manque la structure, on manque les espaces comme les incubateurs, ou peut-être il y a seulement un centre urbain. Et alors je pense ici, très très important d'établir des partenariats avec des ONG, et en général la société civile. Et dans ce contexte, il est parfois difficile de se rendre sur place. Alors, les ONG, la société civile, ils sont des éléments essentiels pour comprendre le défi, les difficultés des entrepreneurs, mais aussi pour les soutenir, je pense. Et les ONG, ils nous permettent, comme nous, comme communauté internationale, de mobiliser des capacités via les ONG pour fournir des services dont les entreprises ont besoin et de porter la voix des entrepreneurs auprès des autorités publiques. Alors c'est une question aussi de représentation parfois que les ONG peuvent jouer. Comme je dis, par exemple en Libye, le marché de services et de conseils n'existe pas. Alors, mais ça reste toujours une réalité, une nécessité qu'il faut soutenir ces acteurs, les entrepreneurs jeunes, pour qu'ils peuvent monter les entreprises, voilà, développer plus. Et bon, après, les ONG, évidemment, ne peuvent pas tout faire. Et il ne suffit pas non plus de fournir un soutien au niveau des entreprises uniquement. Il faut bien sûr de la volonté politique. Et alors, il faut appuyer le développement de l'entrepreneuriat avec des actions au niveau politique, au niveau public, pour créer des conditions favorables pour le start-up. Alors, c'est une... Pardon? Oui, oui, je pense qu'effectivement, à un moment donné, les actions, et on pourra le revoir un petit peu tout à l'heure, les actions politiques sont importantes, mais par exemple, quel est le rôle de la communauté internationale dans ces zones, cet échange de savoir-faire, ce que vous, en tant que délégation de l'Union européenne, vous proposez finalement? Oui, je pense que le rôle de la coopération internationale, voilà, n'est pas le même en fonction des pays. On a vraiment je pense, une responsabilité de soutenir au niveau technique les administrations pour qu'ils s'appuient les solutions favorables pour le développement du secteur privé. Et aussi, on peut apporter de bonnes pratiques. Par exemple, l'Union européenne, on a une union des États membres qui a, depuis plusieurs années, on a réformé les économies, on a passé vers de crises économiques politiques. Alors, on a vraiment une riche expérience qui est très utile pour les pays en crise. Alors, c'est ça notre responsabilité, je pense, de promouvoir les solutions qui vont favoriser la création des institutions économiques qui sont plus ouvertes, plus libres. Et vous allez voir qu'il y a aussi une corrélation entre la stabilité politique et l'ouverture et la consolidation des institutions économiques. Les deux toujours, ils vont ensemble. Oui, bien sûr.
c'est du reste une des difficultés du travail dans ces zones. Souvent, c'est l'instabilité politique, donc qui fait que c'est difficile d'avoir des décisions qui puissent être suivies. Mais pour revenir un petit peu sur l'échange de savoir-faire, Eileen, justement, quel est votre apport, ce que vous voyez comme apport du développement de cette entraide et de cet appui technique international? I think that it's very nice that we have so many international NGOs and governments who are supporting programs on the ground in these countries. It's a huge advancement for the ground level. But what I see is the focus is good that it's changing from frontline humanitarian crisis. That is still needed. There's many refugees in every country, so we're providing support there. We're advancing the focus to entrepreneurship with the youth, which is outstanding. And now we need to start focusing on the government, because you can train and skill up the citizens. If the government isn't stable and doesn't have current policies and regulations, the type of businesses that we're hoping to build, they get stuck. So very similar to what Antonis was saying is that with a stable and open government, the countries will see more success. And what we're seeing is we're training all these countries, and NGOs are coming in and providing all of that at the ground level. But now it's time for us to start having meetings with the government agencies and improving business registration, business taxation, and updating some of the policies. So there's about 12 countries around the world who have implemented what we call Startup Act. And the Startup Acts are different for each country. They're customized for the right needs of that country. But in general, what they address is an ease of registering a business, maybe a tax reduction or no tax for the first year or two, and some other streamlining processes to help startups actually get up and running. If those aren't addressed, we get challenges of how to register a tech business in a government agency that doesn't recognize tech businesses, or they require them to have a physical office, or they consider grant funding as revenue and want to tax grants or investments. So if you have an investor who wants to invest in a startup, we don't want the government to take 15% of that investment as a tax. But that will happen unless the government becomes current in what the tech trends are and what investment looks like and how to treat those monies coming in. So there's a great opportunity. I feel like we're just right on that cusp of, we just have a little bit more hurdle to go between how the international is supporting and how the local governments are responding. We just have that last bridge to get fixed, and we'll see big changes in a lot of these countries. Oui, ben, j'entends bien. Vous avez effectivement le rôle, et on va y revenir, le rôle des pouvoirs publics et des gouvernements est très important. Je sens aussi qu'il y a des messages à passer pour ceux qui nous écoutent, hein, sur leurs responsabilités et leur rôle dans le développement de ces secteurs. Je voudrais juste un petit peu revenir sur un point. Vous parliez sur le point de l'échange des savoir-faire, et vous nous disiez que vous travaillez donc avec des investisseurs, et avec vous faisiez des binômes
entre vos entrepreneurs et des gens, d'autres entrepreneurs irakiens, et qu'éventuellement ça pourrait être un jour des entrepreneurs d'autres pays. Et je voulais savoir un petit peu comment ça marchait, puisque ce rôle, on va y revenir, le rôle de la diaspora peut être intéressant dans ces projets-là. Hélène. Yes. So we get our startups investor ready so that they can pitch to any investor from around the world. And we reach out to the diaspora regularly, and we ask them not only for investment opportunities, but for mentoring, business mentoring. So if you have Iraqi citizens who are living in the UK or living in the US or Turkey, and they're running businesses, the perfect mentors for our program. So our current program has 20 mentors coming from 13 different countries. And when many of them are diaspora. So I do reach out to the diaspora for both mentorship and investment opportunities. But we also get investors from the region. So there are people who are very interested in investing in tech startups, but they're based in Dubai or Turkey or other areas, and we're very happy to see the startup ecosystem happening in Iraq. So we get a lot of interest in those investors wanting to attend our events or to coach our startups to help improve their pitches and get them ready to showcase at a larger global level. Merci beaucoup Hélène, et j'en viens donc à vous présenter une deuxième petite vidéo, et je pense que Armand également ça résonnera ça résonnera aux oreilles d'Armand. Donc c'est une vidéo de deux entrepreneurs françaises, Aïssata et Awa, et qui ont décidé d'avoir des projets en direction de leur pays d'origine. Donc on va les écouter, vous verrez, c'est très intéressant. La démarche de création des Abans, ça remonte à quelques années parce qu'on existe depuis fin 2015, début 2016. Et je suis passée par un programme entrepreneur en Afrique porté par le ministère des Affaires étrangères français et piloté par Campus France. Déjà, la vision, c'était de participer, comme je le disais, à une innovation, d'amener un peu, étant ingénieur en environnement, analyse et valorisation. Donc, j'ai fait mes études en France, dans l'université d'Aix-Marseille. Donc, l'objectif, c'était de ramener un petit peu les techniques que j'avais apprises au cours de mon cursus et d'apporter une amélioration dans la production d'engrais organiques et dans la gestion des déchets de manière générale et surtout des déchets organiques, et de pouvoir apporter une solution aux autorités territoriales. La diaspora peut jouer beaucoup de rôles dans le développement de l'écosystème local et plus loin aussi dans le développement des liens entre la France et l'Afrique. Et par exemple, dans mon cas, le développement local, c'est que Zaban, concrètement, on est positionné sur toute une chaîne de valeur agricole. On travaille avec plus de 50 000 petits exploitants agricoles et on crée beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, on est une soixantaine de personnes qui travaillent. Nos produits sont sur le marché local et on propose aussi nos produits sur le marché international, notamment la France, où Zaban a mis en place une filiale, et on est vraiment en plein dans le développement local et aussi la collaboration nord-sud, sud-nord, et c'est le rôle que la diaspora peut jouer en apportant de l'innovation, en partageant son expertise avec les acteurs locaux et en étant aussi un relais entre les acteurs du Sud et les acteurs du Nord. La diaspora, ça peut déjà apporter une nouvelle vision des modèles qui existent déjà, de l'amélioration, et aussi apporter une aide financière, technique pour le développement des filières qui existent déjà en Afrique. De pouvoir concilier
ma culture nord-sud et de pouvoir permettre un petit peu à la population locale de prendre conscience un petit peu des problématiques environnementales et des problématiques agricoles et de pouvoir pallier à ces problèmes-là avec différents systèmes qui existent peut-être certainement déjà, mais de les améliorer, de mettre en place un circuit, une chaîne de valeur plus écologique et plus axée sur l'agriculture durable. Donc voilà pour cette petite vidéo. Alors tout de suite, Armand, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler dans le cadre de vos activités avec des personnes de la diaspora? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou qui voilà qui vous paraît intéressant à faire? Oui, il faut dire que bon, en ce qui concerne donc du conseil régional, nous n'avons pas encore travaillé avec la diaspora. Mais bon, je pense que les témoignages que nous venons de voir est assez édifiant pour dire que bon, on pourra envisager donc une telle approche. Alors tout de suite, ce qui m'intéresse justement, vous parliez du conseil régional. Je trouve que vraiment dans ce qui est intéressant dans votre expérience, Armand, c'est ce rôle, de pouvoir public et du conseil régional dans ce développement. Comment faire en sorte de faire converger les besoins des populations et puis l'action de ces pouvoirs publics et comment les accompagner. Je sais que la dernière fois, vous aviez une formule qui m'a beaucoup plu, donc on pourra en rediscuter. Ok, en fait, il faut savoir que les collectivités donc ont été donc mises en place pour accompagner le développement local. En fait, quand on parle de développement local, il faut savoir que c'est un mouvement donc de prise en charge du territoire par les acteurs donc locaux. Alors le conseil régional est conscient donc de son rôle qui est assez important pour impulser le développement local. D'abord, ce rôle même est encadré par la loi parce que au Burkina Faso, il y a une loi, la loi 55 qui est en fait le Code général des collectivités, qui dit que bon, c'est en tout cas aux collectivités de s'associer donc à l'État pour pouvoir donc favoriser le développement, pour pouvoir impulser le développement local. Donc au niveau du conseil régional, nous, conscients de ce rôle-là, nous avons inscrit donc au niveau du PRD, le plan régional de développement, donc toutes les dans le sens donc du développement. Et c'est dans ce sens que nous avons mis en place donc l'incubateur du conseil régional avec donc le soutien donc, de Expertise France. Alors que l'incubateur a pu faire concrètement, l'incubateur a pu accompagner en tout cas les jeunes et les femmes dans ces zones sensibles-là à pouvoir donc créer donc des entreprises. Mais cette création est passée par en tout cas un accompagnement donc, de près de 15, c'est-à-dire de la phase de pré-incubation à la phase d'incubation jusqu'à la phase de post-incubation. C'est tout ça qui a pu aider donc ces jeunes et ces femmes à créer des entreprises. Et moi, je peux vous donner un certain nombre d'exemples. Il y a une dame donc qui n'est même pas dans le chef-lieu donc de la région qui est de Dougou, qui est encore à 55 km donc de Dougou. C'est pour dire c'est encore en zone plus éloignée des zones encore urbaines et qui a une belle expérience, une belle initiative qui est de transformer donc le Soumbala, c'est un produit local, transformer le Soumbala en bouillon de Soumbala. Alors moi, si vous permettez, j'ai pu avoir en tout cas un échantillon de son produit. Alors le bouillon de Soumbala, vous voyez, ça a des vertus au plan sanitaire. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ont peur donc de consommer, bon, j'allais dire le plus magique. Alors cette dame, en voyant donc le besoin de cette population en termes donc de santé, mais en termes aussi bien sûr de santé, je veux dire, et a mis en place donc cette unité donc de transformation de Soumbala en bouillon pour pouvoir en tout cas non seulement avoir de l'argent, mais surtout
et ça a un rôle encore social qui est de participer donc à l'amélioration de la santé des femmes. Également, une autre dame donc qui n'a pas une condition donc sociale favorable, on a pu l'accompagner. Elle qui au départ elle attachait ses jus dans des sachets. Aujourd'hui, elle est passée donc des sachets, attacher les jus dans le sachet à une question donc de bouteille. Vous voyez, si vous le voyez bien, c'est le jus donc à base donc d'un arbre qu'on appelle, comment on appelle ça, un arbre de chez nous là qui produit des fruits, et à base de ce fruit là on peut faire le jus. Vous voyez, c'est la valorisation donc des produits locaux. Et bon, cette dame aujourd'hui est très active, elle a pu mettre en place son unité de transformation donc du produit donc en jus tel que nous le voyons. Cette autre dame donc elle est un peu à quelques kilomètres encore de Dédougou en profondeur. Elle a pensé au Nîmes. Vous savez, vous connaissez l'arbre qu'on appelle le Nîmes, limier là, qui est un arbre venu, en tout cas selon mes recherches de l'Inde, quelque chose comme ça. Elle a pu mettre en place donc une unité de transformation donc de produits donc de ces feuilles là en savon. Vous voyez, c'est un savon donc antiseptique, vous voyez, à base de l'huile de Nîmes. Bon, quand nous voyons ça, nous savons qu'aujourd'hui, au niveau du conseil, donc, nous savons ce que c'est que notre rôle, et nous avons, en tout cas, favorisé la création de ces micro-entreprises-là, en mettant en avant donc notre rôle qui est assez important d'accompagner donc le développement local. C'est de s'appuyer sur, quand on dit développement local, c'est s'appuyer sur les ressources locales, c'est s'appuyer sur les potentialités la production locale. Vous diversifiez, vous permettez la diversification finalement de la production locale, et vous utilisez, et je crois que même au niveau du conseil régional, vous utilisez les produits qui sont fabriqués par vos incubés. C'est bien ça, Armand? Exact. Oui, c'est ça. En fait, vous voyez, si le conseil régional doit accompagner les jeunes et les femmes à créer des entreprises, le plus important, c'est pas d'abord formaliser l'entreprise. Le plus important, c'est la durabilité. Le plus important, c'est que ces entreprises soient pérennes, puissent être viables, hein, plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, et voire plus de 50 ans. Mais pour favoriser ça, il faut que le conseil puisse en tout cas travailler à faciliter donc l'accès au marché à ces entreprises-là. C'est dans ce sens que le conseil régional dit, bon, pour toute activité au conseil, pour quand il y a une pause, hein, une pause déjeuner à offrir, nous privilégions par exemple nos jus, les jus de nos incubés. C'est pour non seulement valoriser ce que ces braves dames et jeunes font, mais aussi c'est pour montrer que bon, nous sommes totalement engagés pour le développement local. Nous sommes engagés pour l'épanouissement donc des populations locales à travers donc ces jeunes et ces femmes que nous avons déjà accompagnés. Donc nous ne buvons que ce jus lors de nos rencontres, ces jus. Et vous m'aviez dit quelque chose la dernière fois que nous avions discuté ensemble, Armand. Vous m'aviez dit, celui qui t'accompagne doit être derrière toi, pas devant toi. Bien sûr. Quand tu accompagnes, tu dois être en tout cas derrière. Quand tu accompagnes, c'est le jeune qui sait, ou la femme qui sait où elle va. Mais nous, notre rôle, c'est de l'encourager, c'est de l'aider à avancer, sûrement et certainement, pour pouvoir donc atteindre. Et dans notre cas, le but, c'est quoi? C'est pouvoir créer de l'emploi, c'est pouvoir donc améliorer les conditions de vie. Je vous informe que dans nos zones-là, nous ne parlons pas forcément d'entrepreneuriat à un niveau assez compliqué. C'est l'entrepreneuriat de subsistance parce que les populations sont assez pauvres, excusez-moi de dire ça, elles sont dans des situations assez difficiles que nous les accompagnons tout simplement à l'auto-emploi, créer des entreprises. Voilà. Le conseil régional, excusez-moi, je vous coupe parce qu'on va arriver vers un petit peu la fin. Donc le conseil régional finalement est là pour soutenir son écosystème local et pour lui permettre de se développer. Et justement, on revient à cette idée des pouvoirs publics. Alors,
Eileen, vous nous aviez déjà un petit peu parlé du besoin que les gouvernements s'impliquent, que les autorités publiques s'impliquent. En 2-3 minutes, est-ce que vous auriez voilà un complément à nous donner là-dessus? There are opportunities for international countries and NGOs to engage with many of these countries, not just where I am, Iraq, but all of these countries that are early development in helping draft Startup Act and providing training to ministers about how to support the next generation and how to support technology and tech startups and streamlining processes, updating some of the older rules and regulations that don't work well with the tech startups and all of the types of businesses that we heard about today. So I think there's a great opportunity for many of the grantors and providers, and I think there's many ministers who would like to hear about that and get that training. I think it's just a place that we can put a lot of energy in. Merci beaucoup, Eileen. Donc, un message fort à ceux qui nous écoutent et donc qui sont dans les pouvoirs publics. Donc, il faut appuyer ces écosystèmes, il faut les aider. Et Antonis, également, je pense que c'est une des conclusions. On en a un petit peu discuté déjà tout à l'heure. Ce rôle des pouvoirs publics important, ce rôle des États. C'est extrêmement important parce que ça suffit pas d'accompagner les startups, le secteur privé. Il faut toujours adresser les questions de politique publique et il faut toujours travailler avec les institutions publiques pour créer des conditions favorables. Les deux, ils vont ensemble. Il faut engager bien sûr avec le secteur privé, mais ça suffit pas seulement. Alors, c'est exactement notre approche en Libye avec Expertise France. Et on fait les deux. Nous attachons à donner au pouvoir public les moyens nécessaires pour exercer le mandat. Et c'est lui, bien sûr, de réguler, mais aussi de stimuler leurs économies. Et, par exemple, on a un autre projet où nous soutenons le développement de plateformes de dialogue public-privé pour que les entrepreneurs puissent s'exprimer et proposer des solutions, être entendus. C'est très important. Et aussi, une question qui est critique aussi, c'est la formalisation des entreprises. Et pour convaincre les institutions publiques de favoriser le développement du secteur privé, il faut en même temps avoir un processus de formalisation des entreprises afin qu'elles contribuent à la construction de l'État. Mais en retour, bien sûr, l'État aussi doit offrir un environnement clair, précis, transparent pour que les entreprises puissent fonctionner librement et créer des opportunités d'emploi et de croissance. Alors je pense que en soutenant la mise en place de politiques publiques qui soutiennent le développement du secteur privé, on soutient la création d'un environnement inclusif, attractif et en réalité, ce qu'on fait, en fait, c'est on consolide les institutions démocratiques. Parce que, comme on a dit avant, le deux, ils vont ensemble toujours. Et puis là, en ce qui concerne la Libye, un nouveau gouvernement donc vient d'être nommé, donc c'est un nouveau challenge et on espère qu'ils comprendront l'ampleur du travail à faire et comme le disait Hanan au début dans sa première vidéo, voilà, faire en sorte que créer son entreprise devienne aussi simple que de créer une page Facebook.
Alors c'est toujours un petit peu frustrant ces ateliers parce que on aurait envie de discuter pendant des heures avec vous tous. Hein. C'est vrai que, mais bon, malheureusement, on a un temps imparti et on est content d'avoir pu le faire. Hein. Merci à Emerging Valley pour ce beau moment. Moi, je sais que j'aurai l'occasion de rediscuter avec vous, donc ça me va. Et puis, on essayera de reproposer ça une autre fois, donc sur d'autres supports. En attendant, donc, on va clôturer cet atelier. Ce que j'en retiens, c'est d'abord vraiment tout ce qui est un grand espoir de l'innovation, le dynamisme de ces jeunesses, mais également, et vous avez tous insisté sur le besoin d'accompagnement, que ça soit à un niveau des collectivités, des régions, mais également à un niveau plus large, étatique. Et donc voilà, moi je vais rester sur le petit mot d'Armand. On va les accompagner, on va être derrière eux et pas devant eux. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Emerging Valley et puis on se retrouve bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.